Bonjour Gérard Cabon. Bonjour. Nous sommes ici à surplomber l'arsenal de Brest pour évoquer Yaskif deuxième couche, paru aux éditions Dialogue, le petit frère de Yaskif, abécédaire du parler de l'arsenal, qui est sorti en 2013. 2 ans et demi après l'apparition de Yaskif, abécédaire du parler de l'arsenal, tu nous donnes à lire ce second volume. Peux-tu nous dire comment est né ce livre? D'abord, il n'aurait pas dû naître, parce que j'avais dit qu'il n'y aurait pas de deuxième. Mais l'histoire ne nous rattrape jamais. Il ne faut jamais dire jamais, en fait. Et en fait, j'avais peut-être une certaine frustration après le premier, c'est d'avoir pas abordé des sujets qui me traitaient à cœur, que je traite là-dedans. Et puis aussi, j'ai été rattrapé aussi par tous les copains de l'Arsenal qui m'ont amené des histoires, qui m'ont dit « Oh, t'as oublié ça, t'as oublié celle-ci, t'as oublié celle-là ». Et donc, je me suis retrouvé avec une bonne petite collection d'anecdotes et d'histoires, plus ce que j'avais envie de faire. Donc, tout ça, je me suis remis au clavier, parce que maintenant je tape. De nouveau, on plonge dans le langage des ouvriers de l'Arsenal. De nouveau, on goûte à leur humour, à leur ironie, à leur inventivité presque inépuisable. As-tu en tête 2 ou 3 expressions que tu souhaiterais nous faire partager? Alors, des expressions, si je cite l'archéologue, ça veut dire quoi un archéologue? C'est celui qui a toujours les mains dans les fouilles, quoi. Tout ça. C'est pas plus compliqué que ça. Dans ce livre, il y a un fil rouge et une volonté affichée dès l'introduction. Il faut des hommes pour construire des bateaux. Pourrais-tu nous expliquer ce que cette phrase représente pour toi? Quand on regarde un bateau ou un objet, quel qu'il soit, ou même un immeuble, couramment, on ira peut-être dire que c'est l'architecte qui a conçu ça, ou tel ingénieur qui a conçu, ou la tour Eiffel a été conçue par Eiffel, et le Charles de Gaulle par... Et puis moi je pense toujours à ceux qui font le boulot, quoi. Ceux qui font le boulot, et puis tous ces mains qui ont œuvré. Et je pense qu'il faut rendre hommage à ceux qui font le boulot. Et puis aussi, surtout ne pas oublier les manuels, quoi. Parce qu'on aura quand même, on va honorer facilement l'architecte, les ingénieurs, les techniciens. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'il faut une armée de manuels pour concevoir des produits. Quand je vois un bateau, tout le temps, je peux pas, je vois un bateau, mais j'essaie d'imaginer ceux qui l'ont fait. Et puis c'est une vieille histoire, quoi. De la marine à voile jusqu'à nos jours. Et encore aujourd'hui, ceux qui sont autour des bateaux, c'est des tâches qui sont complexes, lourdes, mais gratifiantes aussi parce que c'est des beaux produits. C'était au fondement de ce projet, tu ne souhaitais pas reproduire le tome 1, tu voulais faire quelque chose de différent. Dans la deuxième couche, tu prends davantage la plume et amènes ton lecteur vers des sujets approfondis sur l'histoire de l'Arsenal. Alors avant d'entrer en détail sur ces sujets, peux-tu nous dire si l'exercice était difficile et quelle posture as-tu endossé dès le début de l'exercice? Ouais, c'était pas très facile parce que d'abord, je ne suis pas historien, je ne me prétends pas historien et je ne me présenterai pas, toujours pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui le font très bien et qui l'ont très bien fait, laissons-les travailler. Par contre, je voulais aborder des sujets qui me tenaient à cœur, tels que l'histoire de l'apprentissage à l'Arsenal de Brest, parce que ça fait quand même 4000 ouvriers entre les apprentis il fallait 8 ans minimum pour avoir le droit de travailler dans les ateliers à l'Arsenal à une époque. Et puis 10 ans pour être apprenti. Et puis toute cette histoire, l'histoire des conflits sociaux, parce que les ouvriers de l'Arsenal, c'est quand même un peu quelque part des rebelles. Hein. Donc au fil de l'histoire, de 1750 à nos jours, c'est émaillé de conflits sociaux pour des raisons diverses. L'histoire de la Restauration qui est... Bon, la chanson à Brest, avec sa gamelle, c'est connu à Brest, donc de la gamelle. Et puis, d'ailleurs, je l'ai intitulé de la gamelle au Tupperware, parce qu'on est passé des ouvriers qui arrivaient avec leur gamelle dans l'Arsenal jusqu'au restaurant avec des repas à pantagruélique. Et puis, pour arriver aujourd'hui, sans doute à trouver un bon paquet de gens qui mangent avec leur Tupperware dans les bureaux. Bon, c'est l'histoire qui tourne. Hein. Qu'est-ce que j'ai abordé comme sujet encore? Le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est... J'ai recensé 637 bateaux construits à l'Arsenal de Brest, de 1640 à nos jours. Le premier s'appelait le Soleil, pas le Soleil Royal, le Soleil. C'était un bateau de 34 canons, 36 canons. Donc la marine à voile, la marine après cuirassée, enfin on met du fer, c'est les coques en bois, puis après on passe au fer, et puis on passe du bois à la soudure, enfin, au rivet, à la soudure, on est en propulsion à voile, puis propulsion vapeur, puis propulsion nucléaire. Enfin, c'est une maison qui au fil de son histoire, a touché à tout. Et donc je voulais un peu évoquer ça. Et puis aussi tous ces produits qu'on a fait qui n'étaient pas gris, parce qu'on a fait que des bateaux militaires, mais
aussi le paquebot Antilles, les plateformes pétrolières, le Penduxis, des Viroles pour le métro d'Anvers. Donc le lecteur trouvera aussi un bel échantillon, je pense qu'il est complet, de tout ce qu'on a pu construire qui était un peu de la diversification, des cars ferry pour l'Angleterre, des pétroliers, des cargo mix. Il y a toute cette histoire. Tu nous apprends que pas moins de 33 rues de Brest portent le patronyme d'un gars de l'Arsenal. Peux-tu nous citer quelques figures marquantes? Il y a Victor Pingam, qui est un type assez extraordinaire, qui a été le pionnier de l'histoire de la restauration à l'Arsenal. Donc les gens mangeaient dans les ateliers. C'était d'abord des nourritures qui n'étaient pas très équilibrées et puis peut-être un peu trop arrosées, ainsi sans doute. Et donc très, très soucieux de ça, il s'est lancé dans une belle aventure qui a été de créer la coopérative L'Avenir des Travailleurs. Ce qui fait que les ouvriers de l'Arsenal qui étaient payés en liquide tous les 15 jours étaient quand même actionnaires déjà, peut-être les premiers actionnaires brestois, ou pas loin. Donc Victor Pingam, c'est un type qui mérite le respect de tous les mecs de l'Arsenal. Il y a Michel Floch, qui était un mec de Saint-Pierre, qui était autodidacte complet, forgeron, et qui a écrit énormément de choses qu'on trouve dans les cahiers d'Iroise. Et je pense qu'il y a des puits de la vie brestoise écrits par Michel Floch. Je trouve que c'est passionnant. Puis après, on a trouvé d'autres. Pierre Causien, qui a quand même laissé, lui, dans les conflits sociaux de 1950, était gravement blessé et qui était un type éminemment sympathique. En plus, c'est un grand militant syndical. Francis Leblay, qui est devenu maire de Brest, quand même, qui parle. Ceux qui vont au stade, des fois, ne sont pas sûrs, mais Francis était cadre à l'Arsenal de Brest, militant syndical, militant politique, et puis voilà. De nouveau, Nono t'accompagne dans cette aventure. Un duo gagnant? Ah ouais, un super duo, parce que c'est le premier Yaskif. Moi, je ne connaissais pas Nono du tout, donc on lui a confié les textes, et puis il a fait les dessins super, qui étaient toujours pertinent. Et puis évidemment après on s'est connus au-delà de faire des dessins, et puis on a vadrouillé au fond du Maroc tous les deux, 2 ans de rang au Atlas. Donc c'est encore plus facile. Plus facile d'une part et un peu plus compliqué de demander quelque chose à un copain. Un peu plus. Donc je pense qu'on lui a demandé plus d'ailleurs cette fois-ci. Plus parce qu'on l'a fait travailler. Et puis j'ai réussi comme l'exploit de faire dessiner des bateaux de guerre à Nono. Je pense que c'est pas forcément sa tasse de thé, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est pas mal réussi. C'est plutôt pas mal réussi. Nono nous a fait une escadre magnifique là. On sait quelle est cette escadre là. Tic, tic, tic. Là voilà. Je trouve que c'est pas mal. Nono dessinant des cuirassés et des porte-avions. À quel point les années passées à l'Arsenal ont fait de toi ce que tu es? Par exemple, serais-tu devenu syndicaliste si tu n'avais pas touché de près l'esprit frondeur, un peu rebelle des ouvriers brestois? Ah ouais, je crois que je pense qu'on est dans un trip brestois là, frondeur. Mon père déjà était un militant syndical dans la famille. J'ai connu tout petit les périodes de grève, quoi. Je suis né en 48 et en 51, c'était une des grèves les plus longues qu'il y a à l'Arsenal de Brest. 3 ans, je devais, mais sans doute sûrement quelque part, parce que c'était quand même des gens qui, un mois sans solde, il fallait le faire, quoi. Donc c'était des trucs difficiles. Et quand on rentrait à la maison, après mon frère travaillait à l'Arsenal, quand on était en 68, j'ai vécu tout 68 à l'Arsenal, après les grèves 78, 79, c'était les Cherbourgeois, les Toulonnais, et c'est toujours, quasiment tout le temps, les Brestois qui ont lancé le bal quand il y avait des conflits sociaux, qui en général lançaient le bal et le finissaient aussi. Ils allaient le plus loin, toujours.